Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus en duo avec l'ami Artopolis. Comment vas-tu? Ah bah ça va, hein. Un Super, petit... on va parler d'un bon film. Ah bah oui, un petit duo comme ça qu'on a prévu vraiment au débeauté, comme dirait notre ami Romain Rimbaud s'il passe par là. Parce que comme ça on s'est dit sur un coup de tête, moi j'étais en pleine période rattrapage et découverte ou revisionnage de certains films de Paul Schrader. Toi tu aimes beaucoup Paul Schrader et ces derniers mois t'en as poncé pas mal. Et Ouais. puis on s'est dit, vu qu'on, d'ailleurs on a vu ce petit sondage ou ces tops passés sur Twitter, les meilleurs films américains des années 2020. Il y en a un qui est revenu beaucoup, y compris dans le tien d'ailleurs, c'est donc ce The Card Counter, titre américain, hein, vraiment, donc de Paul Schrader. Son dernier film à date pour encore 3-4 jours, là, puisque en France, bon, il est déjà sorti aux États-Unis. Ce 5 juillet, là, mercredi, va sortir Master Gardener. Voilà. Et Paul Schrader, avec The Card Counter, il avait frappé fort. Moi, je l'ai revu pour l'occasion. Parce qu'à l'époque, j'étais peut-être passé un peu à côté, mais ça, on y reviendra. C'est intéressant, des fois, de se replonger dans des œuvres au bon moment. Et qui avons-nous dans The Card Counter? Un beau casting, ma foi, puisque dans le rôle principal, on a Oscar Isaac, qui donc n'a pas joué que dans un Star Wars, par exemple. C'est un acteur qui est capable de Ouais. faire de belles choses, il le prouve ici. Il y a également Tiffany Haddish et Ty Sheridan également, alors lui qu'on a vu dans Ready Player One, mais Mm. qui a grandi un petit peu quand même, là, même s'il joue un jeune homme, sans oublier, alors le méchant, si on veut, même si difficile de trouver des gentils dans ce film, qui est joué par Willem Dafoe, qui est vraiment ce genre d'acteur avec une gueule, et qui est utilisé ici d'une façon très parcimonieuse, mais marquante aussi. Alors l'histoire, on va faire simple sur le synopsis, parce que ça va au-delà de l'intrigue. Mais quand même, sur le papier, on va suivre un ancien militaire qui a mal tourné, qui a fait de la prison. Au début, on ne sait pas de suite pourquoi, mais il a été en prison militaire. Donc on sent que quand même, ça a été compliqué. Donc cet homme, qui doit avoir la quarantaine, qui se fait surnommer William Tell, Guillaume Tell si vous voulez, eh bien, il a décidé, bon, il est revenu dans la vie de tous les jours en tant que joueur de poker et très très méticuleux parce qu'il ne doit pas révéler sa vraie identité, donc il doit rester très discret et il gagne des petites sommes d'argent avant ensuite de passer ailleurs, dormir toujours dans des motels où il cache les meubles avec des draps blancs, on y reviendra sur ce point-là. Donc il vit une vie secrète, quoi, très en marge de la société, même s'il est revenu dans cette société. Il porte en lui ce terrible traumatisme qui fait que de toute façon, il ne peut pas vraiment reprendre une vie normale. Et un beau jour, il va, alors qu'il est dans un casino, je ne sais plus si c'est Atlantic City par exemple, bon, casino américain, il va tomber sur un consultant en sécurité, joué par Willem Dafoe. Et ce consultant en sécurité, hasard de la vie, parce que pourquoi les deux se recroisent, pourquoi pas, eh bien, c'était son ancien supérieur, le militaire qui a dirigé, et là on apprend ça très vite, hein, des tortures absolument affreuses envers des prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre d'Irak, au début des années 2000. Et donc en voyant cet homme, ça lui remonte forcément pas mal de cauchemars, mais il n'a pas vraiment envie non plus d'aller le voir et de se venger ou autre. Mais il va être approché, notre héros, par un jeune homme qui s'appelle Kirk, Kirk avec un C, c'est important. Enfin bon, il insiste dessus. Et ce jeune homme, il s'avère que, alors vraiment, c'est le jeu du hasard. Hein, ben, le jeu du hasard, comme le poker un peu, d'ailleurs, c'est hasard, mais pas que. Psychologie aussi. Eh bien, le jeune homme Kirk, il s'avère que son père s'est suicidé. Il a été très violent avec lui, et ce père a participé à ces tortures avec le personnage de Willem Dafoe et celui de Oscar Isaac. Donc tout se met comme ça en place. Rajouter à cela, il y a le personnage de Lalinda, qui est une chef d'écurie de joueurs de poker, et avec qui notre héros va se rapprocher, enfin il va y avoir un rapprochement qui semble impossible, le bonheur impalpable, improbable, surtout dans cette situation-là, et ça va créer beaucoup de dilemmes pour notre cher William Tell qui voulait se faire discret, mais là, clairement, il ne peut pas, parce que le jeune homme qui va prendre un peu sous son aile veut lui se venger, et limite gâcher sa vie en tuant le personnage de Willem Dafoe pour venger son père. Voilà, pour faire simple. Et donc, il va y avoir un jeu psychologique qui va s'installer. On va voyager à travers l'Amérique, peut-être dans d'autres pays aussi, je ne sais plus, mais en tout cas autour des tables de poker, hein, les World Series of Poker.
Alors, il n'y a pas Patrick Bruel hein, dans le film, parce que moi, je me suis dit, à un moment, on aurait Patrick Bruel qui a été champion de poker, hein, il paraît. Non, plus sérieusement, il y a quand même le personnage de Mister USA qui est très intelligent, très intelligemment écrit, même si on ne le voit pas. Oui. Et donc, forcément, ça va se transformer clairement en vrai drame, thriller psychologique, avec la patte Paul Schrader. Et si vous avez vu son film précédent, par exemple First Reformed, sur le chemin de la rédemption avec Ethan Hawke, que vous avez vu d'autres films, notamment hardcore, moi j'ai vu que ceux-là. Eh bien, il y a la patte Schrader, vraiment. Le côté bressonien, on y reviendra. Et bien sûr, les histoires qu'il a pu écrire en tant que scénario pour Scorsese, entre autres. Et du coup, mon cher Artaud, tu vas nous dire là, maintenant, pourquoi, à quel point et pourquoi tu adores ce film. Qu'est-ce qui t'a touché autant dès le premier visionnage? Soit dès le premier visionnage, ça avait été conquis. Dès le premier visionnage, j'étais pas entièrement conquis. J'étais un peu entre une sorte d'entre-deux, c'est-à-dire que j'étais un peu perdu. En même temps, je me disais que j'avais vu quelque chose d'assez intéressant. Et là, j'ai revu récemment parce que des images du film me restaient en tête. Et c'est vrai que là, et parce que je m'intéressais du coup à Paul Schrader, effectivement, là actuellement, je fais une rétrospective. Je revois quasiment presque toutes les semaines. Enfin, là j'ai un peu mis en pause, mais ça va reprendre parce que son prochain arrive. Mais en fait, Carpenter, moi, m'a vraiment surpris parce que. Alors, j'étais très triste parce qu'en fait, j'ai pas réussi à aller le voir au cinéma quand il est sorti chez moi. Je voulais aller le voir, j'ai pas pu. Bon, c'est comme ça, j'ai raté. Et en fait, ça a été vraiment un film impressionnant. En fait, pourquoi je le compte parmi les meilleurs films américains sortis récemment? Parce que c'est un film qui. Comment dire? J'aime beaucoup les cinéastes qui arrivent à faire exister un monde, vraiment, mais quand je parle d'un monde, c'est vraiment une globalité, vraiment quelque chose qui englobe beaucoup de choses avec très peu. C'est un peu ça. Et je trouve que Schrader est un cinéaste monde dans le sens où véritablement il arrive à faire exister des lieux, mais surtout des factions, et aussi des parties de l'histoire de son pays dans des petits films. Quand je parle de petits films, c'est pas des films énormes, quoi. C'est vraiment des films. Je crois que les films de Schrader sont souvent des petites productions, à part certains comme Mishima ou d'autres films qui sont plus gros dans sa filmographie. Mais souvent, il essaye de rester indépendant comme il le peut. Et vraiment, pour le coup, Vicar Counter, c'est le film monde par excellence parce que tout ce qu'il filme dans celui-ci, c'est incroyable à quel point il arrive à en capturer toute l'essence. Je prends comme exemple le plan qui ouvre le film, qui est donc le plan qui met en évidence le tapis de jeu du poker. Et en fait, en une seule image, on sait parfaitement. Et un truc incroyable, mais vraiment, il y a ce truc, mais je sais pas, après, ça peut paraître bête comme ça, mais ça va même jusqu'à la police qu'il utilise pour le générique. Il y a un truc, en fait, qui est vraiment très lié à l'histoire, au monde du jeu. Et en fait, ce qui est formidable dans ce film-là, c'est qu'il arrive à donner envie de le suivre, ce monde-là, et à le rendre sensuel, en fait. C'est quelque chose d'assez incroyable. Lorsqu'il fait, par exemple, ces espèces de plans pas de plans séquences, mais de plans où il suit les personnages dans les lieux parce qu'en plus, c'est des lieux de nuit, donc c'est fascinant, quoi. Et en plus, vraiment, Schrader, c'est un cinéaste qui filme beaucoup la nuit. Il suffit juste de penser au film matriciel, en quelque sorte, hein, qui a scénarisé, qui a eu son importance, Taxi Driver, où Taxi Driver était un film de nuit. Il y a beaucoup de plans de nuit qui arrivent à mettre en évidence le New York de nuit. Alors, je sais plus si c'est New York. Si, c'est à New York, hein, oui, c'est ça. Et en fait, il arrive totalement. Et pareil dans Vicar Counter, et encore, il le fait encore mieux, parce que moi, je trouve que ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais je trouve que Schrader a fait plus grand que Taxi Driver, parce que Taxi Driver, finalement, c'est un tout petit film à côté de ce qu'il a fait, en fait, hein, pour moi. Parce que vraiment, Vicar Counter, il arrive à. Je sais pas, en plus, ce qui est formidable, c'est que à la fois, c'est un film qui met en avant un lieu, qui met en avant une histoire,
une histoire, je parle d'histoire vraiment du pays, hein, parce qu'il parle en même temps, il arrive à mélanger quand même une histoire de poker avec l'histoire des États-Unis des années 2000, donc les États-Unis vengeresse qui a fait du mal à des peuples, voilà. Et en même temps, il y a cet homme au milieu qui est une sorte un peu d'anomalie, quoi, en fait, parce que lui, c'est quelqu'un qui est blessé par la vie. On le voit dans sa manière de faire, de vivre. Et tu parlais de Fierce Reform tout à l'heure. On n'oublie jamais les blessures du personnage principal. C'est Ethan Hawke, hein, qui joue dans le film, Ouais. je crois. Ouais. Les scarifications qu'il y a dans le dos et tout ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'oublie pas dans le film et que moi j'ai encore en tête, qui est quelque chose qui est lié aussi à la nature religieuse de la vie de Shredder. Et ça, il y a toujours ce truc de personnage qui porte le poids du monde sur son dos et qui essaye de vivre, en fait. Et souvent, chez Shredder, c'est l'amour. Donc, pourquoi, voilà, pour répondre à la simple question, pourquoi est-ce que ce film est grand? C'est parce qu'il arrive à mettre plein de choses dans un petit film qui parle de beaucoup de choses, et je trouve ça formidable, quoi. Et même en termes d'esthétique, on va en parler, mais Carpenter, il y a des trucs, mais c'est hallucinant, quoi. Je pense par exemple, en fait, juste un truc incroyable, je ne connaissais absolument pas ce lieu, cette espèce de jardin illuminé. C'est presque un labyrinthe, hein. Enfin, c'est une forme de... Ouais. C'est presque une féerie, c'est presque un rêve dans la réalité, d'ailleurs. Oui, et la manière qu'il a de le filmer, il se sert du drone et tout ça, c'est juste magnifique. Et c'est incroyable à quel point, en fait, encore un truc, mais tout bête, Shredder est un cinéaste profondément âgé, et il fait un cinéaste extrêmement jeune. C'est ça qui est incroyable. Il fait un cinéaste, mais quand je dis jeune, vraiment, où on a l'impression qu'il fait à chaque fois c'est son premier film. Et ça, je trouve ça très beau. Parce que chacun de ses films, il y a toujours ce truc-là. Et j'ai pas tout vu, j'en ai vu 9 pour l'instant sur tout ce qu'il a fait, mais à chaque fois il y a une espèce d'implication, même dans les films où c'est plus compliqué, parce que par exemple Dog Eat Dog c'est un peu plus compliqué, c'est problème de production, mais il y a toujours une espèce de sincérité qui est là, et moi j'aime beaucoup ça, en fait ça me touche. Et puis en plus, quand on connaît donc un petit peu le parcours de Shredder, on se rend compte que ce film, c'est du pur Shredder. Alors moi, c'est ça qui m'a intéressé aussi. Parce que la première fois où j'ai vu The Carpenter, je ne connaissais que Shredder je ne le connaissais qu'à travers ses scénarios. Je n'avais pas vu de film de lui réalisé. Ce qui est intéressant de voir comment quelqu'un qui a été, enfin, qui peut-être s'est formé en tant que scénariste, mais en même temps cinéaste aussi, hein, est devenu son propre metteur en scène. Ça veut dire qu'on avait vu, hein, mais depuis la fin des années 80, il n'a jamais rescénarisé, pour l'instant en tout cas, apparemment il y aurait un projet en cours, mais des films pour d'autres personnes. Il a fait ses films à lui. Et c'est vrai qu'en fait, si on veut comprendre le cinéma de Shredder, c'est même pas idiot, je pense, de commencer par The Carpenter, parce qu'il y a tout dedans. Oui. Cette histoire de ce personnage central qui a énormément souffert, qui a aussi fait souffrir au passage, hein, parce que c'est ça aussi la dualité de ce personnage, c'est que c'est quelqu'un qui a un traumatisme absolu, mais qui a aussi pris plaisir, hein, à certains moments dans le film, parce qu'il a été pris dans ce système. Certes, il a répondu à des ordres, mais à certains moments, il a pris plaisir à faire souffrir en tant que tortionnaire, mais aussi pour pas tomber dans la folie. Parce que c'est ça, à un moment, il y a une scène qui l'explique. Il fallait prendre du plaisir pour pas nous-mêmes tomber dans la folie. C'est dramatique, hein, c'est le drame absolu. Et ce personnage, donc, a payé sa dette à la société. Sur le papier, il a fait ses 10 années de prison en prison militaire. Bon, c'était peut-être pas suffisant, mais après, voilà. Et bien, même une fois qu'il est revenu dans la vraie vie, il ne se le pardonne pas. Et en fait, il peut pas reprendre, du coup, une vie normale. Et là, c'est le personnage shredderien par excellence, de quelqu'un qui cherche la rédemption. Le film d'avant, hein, sur le chemin de la rédemption, c'est l'histoire d'un pasteur, parce que Shredder est d'origine, enfin, et de confession très calviniste, je crois. Enfin, église réformée américaine, c'est un peu compliqué. Et on a ce pasteur qui s'en veut parce qu'il a envoyé son fils à la guerre et que son fils est mort. Là, le personnage Oscar Isaac, il s'en veut d'avoir fait tout ça. Il pourra jamais se le pardonner lui. Il en appelle peut-être presque à Dieu, on ne sait pas. Il n'y a pas vraiment la religion, elle est là juste par le tatouage. Il a un tatouage dans le dos. On voit qu'il est croyant. Et il espère ou pas, il vit sa vie sans espérer justement le pardon, il ne l'aura jamais. Et là, il a l'occasion. Et c'est ça que Shredder fait, c'est qu'il offre à son personnage une possibilité de rédemption en sauvant
ce jeune homme qui va peut-être gâcher sa vie en se vengeant, donc en l'empêchant de commettre cette vengeance et en le faisant rentrer dans le monde du poker vite fait, enfin essayer de lui occuper l'esprit pour pas qu'il aille, etc. Et c'est ça. Et donc là, Schrader, il pose la question de, et souvent il fait ça avec ses personnages, est-ce qu'il y a une possibilité de rédemption? On va y répondre après dans la zone spoiler très vite. L'important n'est pas là, quoique, d'ailleurs, ça peut être en très ambigu ici sur le final, cette possibilité de rédemption qui arrive au même moment, c'est ça le jeu du hasard de ce film. Moi j'aime beaucoup ça parce qu'il prend le poker mais il y a le jeu du hasard. Ça arrive au même moment qu'il rencontre potentiellement l'amour avec le personnage de la Linda. Et on voit les deux qui se rapprochent avec cette scène magnifique donc de balade nocturne. On a l'impression que c'est un monde à part. C'est là le seul moment où il s'autorise presque à le vivre, ce bonheur. C'est dans un endroit qui n'est pas réel presque. Mais c'est vraiment la réalité pourtant. Et donc, peut-être avec cet amour-là, il se dit, mais tout peut aller bien, je vais peut-être sauver ce jeune homme, je vais peut-être vivre cet amour. En plus, je commence à gagner au poker, et en plus, il se fait une petite réputation. Bon, ça, c'est pas ce qu'il cherche non plus, mais tout va bien sur le papier. Alors qu'en fait, tout va toujours très mal. Parce que tant qu'il y a le personnage de Willem Dafoe, tant qu'il y a ce personnage qui représente l'Amérique, d'ailleurs, parce que c'est ça, hein, ce personnage américain qui a commis qui a mené ces militaires à commettre ces actes terribles, tant qu'il est donc dans ce pays-là, de toute façon, peut-il vivre ce bonheur? C'est aussi ça que questionne Schrader. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a ce personnage qui paraît anecdotique, c'est le comic relief du film, qu'on voit 2-3 fois, là, de Mr. USA, un joueur de poker hyper fantasque qui se croit au catch. Hein. Limite, c'est un personnage de catch, il est là en mode supporter derrière. Et alors, l'ironie du sort, c'est que ce Mr. USA, c'est un Ukrainien qui joue à l'américain. C'est incroyable. C'est-à-dire que vraiment, l'Amérique, il se fiche ouvertement de l'Amérique, ce personnage, mais l'Amérique s'en rend même pas compte. Je pense que Schrader a voulu montrer quelque chose là-dessus. Et donc, il y a tout ça qui se met en place, et bien sûr, au-delà de l'histoire, parce que là, c'est même pas l'histoire, c'est la psychologie des personnages qui est important, là. Il y a l'esthétique qui colle parfaitement à l'ambiance. C'est très épuré, ça c'est clair. C'est très épuré, et pourtant, paradoxe schraderien peut-être, il y a des moments hallucinatoires quand ils se rappellent ce qui s'est passé avec des utilisations de caméra. Alors ça, mais c'est... Ah vas-y, on peut en parler. C'est un tombé par terre, c'est un tombé par terre de terreur. C'est entre souvenir et cauchemar. Hein. C'est un peu entre les deux. En fait, c'est juste incroyable. Déjà, bon, voilà, encore une fois, ça revient à ce que je disais de cinéastes très jeunes. Parce que moi, il y a un truc que je reproche beaucoup à beaucoup de cinéastes modernes, c'est qu'ils n'arrivent pas. En fait, on est dans un monde quand même où filmer n'a jamais été aussi simple et où révolutionner le cinéma n'a jamais été aussi simple, mais on n'y arrive pas. Enfin, on n'y arrive pas. Bon, il y en a un qui, jusqu'au bout de sa carrière, très âgé, l'a fait, c'est Godard. Hein. Mais oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais tu vois, il y a des outils en fait technologiques qui sont formidables. Qui permettent de tout filmer. Peut-être que c'est ça d'ailleurs la véritable frontière, c'est qu'on a vu qu'on peut tout filmer, on est un peu perdu. Et en fait, on a des drones, on a des nouveaux objectifs incroyables, on a des appareils photo qui maintenant sont peuvent avoir une qualité d'image formidable. On a des caméras qu'on appelle les RED, par exemple. Une caméra RED, je ne sais pas si tu connais, c'est une caméra numérique, entièrement numérique. Et en fait, elle est, je crois que c'est le réalisateur de Che. J'ai plus le nom de ce réalisateur. C'est Soderbergh, non, je crois. Soderbergh, oui. Je crois que c'est Soderbergh. Oui, il expérimente. Qui était le premier à avoir utilisé cette caméra-là, la RED, pour tourner un film entièrement numérique qui est Che. Donc voilà, et la caméra RED, le boîtier, il fait ça, à peu près. Ouais, il fait tout ça. Petit. Ouais. C'est un boîtier de caméra, c'est incroyable, c'est un boîtier de caméra quand même. Donc aujourd'hui, on peut tout faire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des cinéastes qui n'y arrivent pas, donc à se servir des outils. Et il y en a qui arrivent totalement pour raconter des histoires. Et Schrader, pour moi, il y arrive totalement avec cette utilisation du fisheye. Donc le fisheye, c'est une sorte de... Je crois que c'est une focale, je ne sais plus combien... Enfin, j'avoue que là, je suis un peu perdu par rapport à ça, mais en fait, c'est... Ouais, ça déforme l'image, quoi. C'est vraiment un truc... et c'est impressionnant parce que ça fait vraiment un truc... Et lui, en plus, il multiplie les points de vue dans l'image. Enfin, c'est vraiment très particulier. Il doit y avoir 2 fisheyes. Je pense qu'il y en a 2 parce que on a l'impression qu'il y a 2 plans dans un seul plan. Enfin, c'est très particulier. D'ailleurs, c'est incroyable parce que ces plans, tu as l'impression que ça ouvre les portes de cette prison tortionnaire tout en les refermant en même temps. Tu as l'impression d'une évasion dans un endroit hyper clos. Enfin, c'est très...
C'est des séquences horribles. Et je disais à tomber par terre parce que vraiment, mais littéralement, où il y a la terreur qui se manifeste, quoi. C'est vraiment l'horreur. Et je crois que l'horreur des camps de prisonniers type Guantanamo n'avait jamais été aussi bien filmée depuis Zero Dark Thirty, peut-être. Depuis Zero Dark Thirty. Je sais plus si dans Redacted, non, dans Redacted de Palma. Ah oui, à Redacted aussi, mais c'est pas les camps. C'était les prisonniers, c'était la guerre. C'est pas les camps, c'est les opérations directes. Donc vraiment, là, je trouve que Shredder, il est très fort parce qu'il arrive à. Ben voilà, et en plus, effectivement, je parlais d'un film qui mélange plusieurs choses, plusieurs régimes d'images différents dans un seul film. Et en fait, il arrive à faire avec ça une sorte de cassure presque horrifique. C'est-à-dire que vraiment, il y a un truc qui est terrifiant, quoi, quand tu te retrouves devant ces images avec le métal là, à fond. Ah bah oui, et c'est réaliste, parce que tout ça a été documenté, c'est très réaliste. Ce qu'on voit et ce qu'on entend sur les témoignages, c'est réaliste et ça glace le sang. Hein. Il y a même des images vaguement d'archives, je crois, à un moment. Oui, il y a des images d'archives à un moment. Il y a des. Oui, il y a. Je sais plus exactement. Oui, il y a des. Oui, on parlait de régime d'image. Il y a des images d'archives, effectivement, d'entraînement, machin, où on voit des hommes. C'est terrifiant parce qu'on ne distingue pas trop la violence et on la voit pourtant, elle est là. Et c'est vraiment incroyable pour le coup. Et c'est ça qui est génial, c'est que, en fait, ça revient à ce que je disais au début, tu vois, c'est qu'on a un film qui est sur 3 passerelles différentes. Donc la passerelle du poker, donc le monde un peu comme si c'était l'arrière pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire peut-être un peu cette espèce de monde qui vit à côté de la guerre, quoi. Vraiment. L'arrière, c'était ça. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était des gens qui vivaient leur train de vie. Les hommes étaient partis à la guerre, mais eux, ils étaient dans leur truc. Ou un peu comme les années folles entre la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un truc où on va vers une sorte de tranquillité, entre guillemets. Oui, avec la guerre psychologique quand même sur la table. Parce que sur la table. Et voilà, c'est ça. Ces plans-là nous rappellent quand même qu'il y a la guerre qui est là, qu'il y a l'horreur, et que cette espèce d'entre-deux, de ces deux passerelles différentes qui s'entrechoquent, c'est le personnage principal. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui a qui est un homme vide en quelque sorte, parce qu'il a. D'ailleurs, ça renvoie à un autre film que j'aime beaucoup des années 2020, mais The Empty Man. C'est vraiment un personnage qui, par exemple, je pense à ces séquences où il est obligé d'entourer tout le mobilier de son appartement avec du blanc. Et ça fait vraiment, ça donne l'impression qu'on est devant un cimetière ou quelque chose comme ça. On ne sait pas trop pourquoi il fait ça. Bon, après, c'est assez clair aussi, c'est que il est traumatisé, il a besoin de calme, donc il insonorise tout en fait. Et puis visuellement, il se met dans du blanc pour. Enfin, c'est psychologique, c'est un toc, c'est une forme de toc, hein, je pense. Oui, mais parce qu'en fait, vraiment, les séquences de torture, c'est de la couleur de partout. C'est vraiment. Oui, c'est vrai. Et en même temps, c'est la mort, c'est vraiment. Et lui, il a besoin de quelque chose de calme, en fait, et c'est ça qui est. Et il est vide. Et vraiment, la première séquence où il fait l'amour, je trouve cette séquence magnifique. C'est le moment où il devient quelqu'un, quoi. Il redevient une renaissance, c'est ça. Oui, il y a ça, il y a un truc de la renaissance, et c'est ça qui est très fort dans le film. C'est-à-dire que, en même temps, il nous montre parfaitement ce qu'a vécu les Américains pendant une bonne partie du début du XXe siècle. En même temps, il montre l'après, c'est-à-dire l'homme américain des années 2010. Donc, soit le Trumpiste, qui est cette espèce de Mister America, qui n'est même pas américain. Qui n'est même pas américain, donc qui est un immigré qui vient des pays de l'Est. Et en même temps, on a donc ce personnage taiseux qui essaye d'entrer dans ce monde-là, qui rencontre une figure presque filiale, hein, avec ce gamin qui... D'ailleurs, sa mort est tragique. Enfin, comment c'est assez terrible. Moi, ça m'a fait un peu la même sensation, je sais pas toi, mais de la mort du protagoniste du film des frères Cohen, là, le western, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais le western urbain qu'ils ont fait ensemble, qui est adapté de Cormac McCarthy. C'est. Il y a les Miller's Crossing, non? Non, c'est.
Attends, je vais tricher. D'ailleurs, au passage, j'annonce qu'on est dans la zone spoiler maintenant. Parce que... Oui, ah oui, pardon. Mais du coup, non, mais c'est pas grave. Pour le timecode, on y est déjà. Oui, parce qu'à la fin, il y a du drame. Alors, Western No Europe. Country for All Men. No Country for All Ah Men. oui, No Country for Old Men. Voilà. Oui, c'est encore plus violent. Oui, oui. Ouais, ce que je veux dire, c'est que la mort du gamin, c'est pareil, elle est hors champ, quoi. Enfin, elle est vraiment. On la voit pas et en Le même mal temps. de l'Amérique, hein, d'ailleurs. No Country for Old Men, c'est une autre forme de montrer le mal absolu de l'Amérique. Pareil. Ouais, c'est un peu le même projet en quelque sorte. Et, même si c'est pour revenir à ce que tu disais, parce que là, il y a un truc qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est l'histoire des draps, tout ça, draps blancs. Bon, comme tu l'as dit, pour la quiétude, parce qu'il a vécu beaucoup de choses trop colorées à ses yeux et trop bruyantes. Mais c'est aussi pour caractériser ce personnage qui est devenu vraiment un fantôme dans cette Amérique. Il a même plus sa propre identité, de toute façon. Donc, c'est comme s'il drapait de son drap blanc intérieur, du fantôme qu'il est, tous ses alentours pour pouvoir être lui-même quand il est seul. Et en fait, quand il est avec les autres personnes, il n'est pas lui-même, puisqu'il se fait appeler autrement. C'est ça qui est terrible. D'ailleurs, on se demande même comment il fait pour vivre. Tu vois, moi, au début du film, je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'en est pas fini, en fait, avec la vie? C'est comme s'il attendait justement, peut-être, avant d'en finir, parce que comme il est croyant, de faire quelque chose pour expier le plus long. Je crois que c'est une auto-punition, hein, qui se donne à lui-même, continuer à vivre, parce qu'il est en mode expiation, il n'a pas fini d'en baver, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça, quoi. D'ailleurs, on le voit en prison, à un moment, quand il est en prison, il se fait tabasser par un autre prisonnier, et il en redemande, parce qu'il se dit, de toute façon, je le mérite. Oui, il y a ce truc d'auto-flagellation. On en revient encore une fois au personnage d'Ethan Hawke dans First Reformed, hein, de personnages qui se... Et d'ailleurs, encore une fois, un autre personnage qui porte le poids du monde sur le dos, parce qu'il y a cette fameuse séquence dans First Reformed où il s'enlace avec cette femme, et avec le paysage qui défile en fond, c'est une séquence pareille qui est incroyable, enfin. T'as une lévite, ouais, il lévite, hein, un peu. Hein. D'ailleurs, ça rappelle un peu le plan final d'un film dont on a parlé avec Desgadi il n'y a pas longtemps, Un grand voyage vers la nuit. J'en dis ah oui, bah oui, bien sûr. Et oui, non, mais c'est vrai. L'idée d'une libération, hein. Desgadi, si tu passes par là, bon, tu es dans la zone spoiler, mais je sais que tu t'en fiches des zones spoilers. Je pense qu'il faut que tu vois de Carpenter. Je crois pas qu'il l'ait vu, mais bon. Je crois pas, non. Mais du coup, pour en revenir, alors là, on est vraiment dans la finalité. La finalité, elle est tragique, mais en même temps, on s'y attend. Hein. De toute façon, c'est pas ce genre de film où tu te dis, oh, il va y avoir une happy end. Hein. De toute façon, déjà, Shredder lui-même, il n'en veut plus des happy end forcés depuis Hardcore, où on lui a forcé une fin qu'il voulait pas. Donc, alors, cependant, la fin, elle est triste, mais pas que. Donc, tu l'as dit, le jeune homme, il meurt, parce que malheureusement, on a beau essayer de le sortir du mauvais chemin, bah, il y va quand même, on le sait, on le sent, c'est une obsession et rien ne pourra le sortir de là. Ça montre aussi l'inéluctabilité, hein, on est vraiment là-dedans. Mais donc du coup, à la fin, à cause de ça, il est obligé d'aller tuer, j'allais dire d'aller tuer le père, d'aller tuer celui qui l'a formé, qui l'a fait torturer, parce que c'est une histoire de ça, pour imaginer que c'était son père spirituel, le personnage de Willem Dafoe pendant la guerre. Donc il est obligé d'aller le tuer, et en plus, bon, il le tue hors champ. Alors l'importance du hors champ, incroyable cette scène. C'est brillant parce que elle est incroyable. Tu la sens encore plus, la violence et la. Ouais. Quand on entend les bruits, on ne sait pas ce qu'il lui fait, mais je pense qu'il le tue. Et il se dénonce parce qu'une fois qu'il a tué, il sait que de toute façon, il a réussi sa rédemption à lui. Bon, de toute façon, il était fichu pour fichu. Et il décide de se dénoncer pour finir, quoi qu'il arrive, en prison. Et du coup, là, c'est triste. Moi, j'ai senti une tristesse juste à ce moment-là en me disant, et du coup, il se refuse ce bonheur avec la femme qu'il a rencontrée. Eh bien, à la fin, Paul Schrader, il met quand même de la lumière. C'est génial de finir comme ça. C'est que, bon, en prison, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, la Linda va le voir en prison. Et il y a cette scène remarquable où, sur la vitre qui sépare les deux, il se donne, enfin, chacun met son doigt sur celui de l'autre à travers la vitre. Alors, c'est pas dans Nope, hein, c'est pas le point avec le chimpanzé. Mais du coup, il y a les doigts se rejoignent. C'est pas E.T. non plus, ça aurait pu. Et générique. Et en ce moment, beaucoup de gens au cinéma, j'imagine, ont dû se dire, ouais, bon, arrêt sur image, générique, très belle fin. Mais c'est pas un arrêt sur image. C'est un plan séquence qui dure pendant tout le générique. Croyez-moi. On voit les doigts qui. Et ça, c'est une des fins. C'est une magnifique fin. Parce que Schrader, il a mis toute la noirceur possible dans le film. Il a voulu nous faire croire que le bonheur était possible, mais nous, on le sentait en tant que spectateur que ça allait à un moment vaciller, hein, pour tout le monde. Mais quand même, à la fin, il a peut-être pris perpète. Hein. Il a peut-être pris perpète, on ne sait pas.
mais elle est toujours là. Ils sont toujours là l'un pour l'autre. Et ça, c'est un truc récurrent. Et ça, c'est trop beau. C'est parce que, bon, déjà, moi, je trouve cette fin magnifique. On peut parler de Bresson. Je pense que tu vas parler de voilà. Bresson. Oui, parce que, évidemment. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, justement, c'est que, à côté d'être un cinéaste et un scénariste, Schrader a aussi écrit un livre sur le cinéma qu'il aime, le cinéma transcendantal, donc, que je n'ai pas lu, que j'aimerais bien lire. Je ne sais même pas s'il est édité en français chez nous, mais ça doit être le cas. En fait, il parle d'Ozu, de Bresson, et je vais vérifier le troisième. Je crois que le troisième... parler de Ford aussi, mais je ne pense pas qu'il parle de John Ford. Parce que je pense que La prisonnière du désert est aussi un motif chez lui. Ah oui, c'est Ozu, Bresson et Dreyer. Karl Theodor Dreyer. Ça ne m'étonne pas parce que je retrouve des réminiscences de Dreyer chez lui aussi, c'est ça qui est intéressant. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'en fait, Schrader est un cinéaste de la déclinaison, donc c'est-à-dire qu'il décline, et j'ai pas vu tous ses films, donc peut-être qu'il y a des déclinaisons que je ne connais pas encore, mais dans au moins, allez, 5 films, il y a la même fin, littéralement la même fin. C'est-à-dire que dans Lightshipper, qui d'ailleurs, Lightshipper, c'est William Dafoe qui joue dans le film. Et une référence au tatouage. Le tatouage qu'on voit sur le dos du personnage d'Oscar Isaac est une référence à Light Sleeper, apparemment, sur une chanson. Alors, anecdote, sur une chanson qui est dans le film. Tu sais que la chanson, dans le film, a été composée par le père du compositeur de The Carpenter. Exact. Voilà. Exact, ça je sais. Et c'est incroyable. Et en fait, quand j'ai écouté, lorsque j'ai vu Light Sleeper il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais c'est bizarre, on dirait même style un peu. Enfin, il y a des trucs. Et en fait, il s'avère effectivement que c'est le père du compositeur qui compose la musique de Carpenter, qui a fait la musique de Light Sleeper, qui est très belle aussi. Une espèce de. Alors, musique très différente, parce que là, c'est une musique qui est une sorte de récitation. Enfin, les chants sont liés au chemin du personnage. Enfin, c'est assez beau. Ça remplace, en fait, les monologues. Enfin, parce qu'il y a aussi les monologues intérieurs dans Light Sleeper, mais les monologues intérieurs, ça les renforce avec autre chose. Et donc, en fait, donc dans American Gigolo, donc, que j'ai vu, dans Light Sleeper, dans donc The Carpenter, et je crois que j'en oublie un, sûrement. C'est pas dans First Reformed aussi, parce que la fin n'est pas forcément éloignée quand on y pense. Et First Reformed, il me semble, il y a de la lumière, tu vois ce que je veux dire, c'est positif sur la fin aussi. C'est pas oui, que donc, ouais, il reprend aussi, effectivement, il reprend ça, effectivement, tu as raison. Oui, il y a l'amour et tout, donc c'est possible. Et ça va rappeler Bresson, alors. Ouais, voilà, c'est ça, c'est lié à Bresson, parce qu'en fait, Bresson, enfin surtout, du coup, à Pickpocket pour les 3 films que j'ai cités, donc cette espèce de trilogie Pickpocket, où en fait, à la fin, il reprend littéralement la même fin que Pickpocket, où dans Pickpocket, effectivement, il se fait arrêter à la fin de Pickpocket, et il voit la femme qu'il aime, qui lui parle, et on comprend qu'ils ne se quitteront pas. Et c'est pareil dans American Gigolo. American Gigolo, à la fin, elle est juste merveilleuse. Et aussi dans Light Sleeper, c'est super beau. Enfin, et dans The Carpenter, donc on a cette même idée en fait, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup chez Schrader, qui peut paraître un peu naïf, un peu boomer, entre guillemets, pour reprendre, mais tu vois de quoi je parlais. En fait, Paul Schrader, il a aussi... Paul Schrader, il a aussi son. Paul Schrader, comme il est très ambigu, et il a ce petit paradoxe en lui, il a un petit côté boomer aussi. Ouais, il a ce côté-là. J'aime bien le suivre sur Facebook, il poste des trucs assez. Il a dit des trucs sur Jeanne Dielman il n'y a pas longtemps. Bon. Oui, voilà. Enfin, il aime beaucoup Jeanne Dielman, mais il ne considère pas que c'est un des meilleurs films de tous les temps. Bon, après, c'est comme ça. Mais par contre, il n'hésite pas à parler de cinéma jusqu'au bout, quoi. C'est ça qui est intéressant, parce que par exemple, il a dit beaucoup de bien du Wes Anderson récemment. Il a dit beaucoup d'ailleurs, de bien. Allez voir Asteroid City, si vous pouvez aussi, parce que. Ah oui, carrément. Allez le voir. Et en fait, il est intéressant, ce type, parce qu'il a vraiment, c'est un cinéaste cinéphile, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a, je sais pas comment il a fait, parce qu'on parlait de Bresson, tout ça, il a des influences extrêmement marquées, et il a réussi à s'affranchir de ça et à faire qu'on sait à quoi ça correspond un film de Paul Schrader. Mais c'est surtout que
tu vois, il prend Bresson. Bresson, c'était très sur la psychologie. Je crois qu'il y avait du Dostoïevski aussi. Bon, mais Oui, c'est très. il a pris ces thèmes très humains parce que c'est vraiment centré sur l'humain et on essaye, nous, spectateurs, on est obligé d'être en empathie avec un personnage, notamment dans Pickpocket, quand même détrousse les gens, mais en le faisant parler, monologue intérieur, voix off qu'on a hein, dans The Card Counter, ou le faire écrire aussi, comme on a plutôt dans First Reformed pour le journal. On est obligé de rentrer en empathie avec des personnages qui font pas forcément les bonnes choses. Là, avec The Card Counter, c'est quand même bon. Et bon, il se passe des trucs comme ça, tout ça, mais Paul Schrader, donc il prend du Bresson si on veut, mais il inscrit dans cette histoire américaine, par exemple. Et dans son histoire à lui, Oui. donc chrétienne, enfin d'église réformée et tout. Et c'est ça en fait, c'est qu'il s'approprie quelque chose. Parce qu'il faut savoir que Paul Schrader, donc il a grandi dans une famille très très croyante, qui lui interdisait de voir les films. Hein. Il a vu son premier film peut-être à 18 ans. Et ça a été une épiphanie pour lui. Ben, on le voit ça dans son cinéma, on le voit. On voit le côté très strict dans sa mise en scène. Il y a un côté strict épuré, vraiment. On sent qu'il vient de là. Mais des fois, il y a cette flamboyance. Il y a du pur cinéma parce que je pense que c'est prosaïque en fait. Hein. Ça lui a sauvé la vie. Enfin, ça l'a fait renaître le cinéma aussi. Comme moi, je pense que c'est quelqu'un qui et c'est un des aspects qui me touche beaucoup. C'est un cinéaste qui croit profondément en son médium. Il a pas une once de cynisme, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui et c'est pour ça que j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que je disais par rapport au fait que ça peut paraître naïf, mais il croit en l'amour. Donc l'amour, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Et dans Light Sleeper, il arrive à faire une séquence qui est profondément dramatique où il perd, je vais pas dire plus que ça, mais il perd quelque chose, quoi. Et à la fin, il arrive quand même à trouver quelque chose de nouveau et c'est ça qui est magnifique. Et vraiment, c'est. En fait, pour moi, je sais même pas comment expliquer ça, mais pour moi, c'est avec des cinéastes comme Kelly Reichardt, comme Cronenberg, comme des cinéastes modernes, quand même, qui restent modernes, qui portent un style que je vois nulle part, vraiment. Wes Anderson aussi. Hein, Wes Anderson, évidemment, Wes Anderson. Wes Anderson aussi commence à s'intéresser, là, avec Asteroid City, à l'histoire de son pays aussi. Si on peut faire une parenthèse sur Asteroid City, puisque c'est pas si éloigné de Shredder, dans le sens où Shredder a beaucoup aimé Asteroid City. Dans Asteroid City, il y a un truc pareil de dépouillement, et l'émotion, en fait, elle devient moins facile au fur et à mesure des films de Wes Anderson, et ça, j'adore, vraiment. Et je sais que ça déplaît. Elle est plus profonde, c'est-à-dire elle est peut-être moins facile, mais du coup, il y a plus de profondeur. Ah oui, bien sûr. Même ces mouvements de caméra sont plus arides. Les plans séquences dans Asteroid City sont pas évidents. Enfin, il est moins dans ce truc un peu pop qu'il pouvait y avoir dans ses autres films, et pourtant il arrive à tenir la même dramaturgie. Je trouve ça formidable et je comprends vraiment que ça ait pu plaire à Shredder parce qu'il y a ce truc de cinéaste qui se retient. Hein, justement, c'est ça qui est fort. Parce que moi, je parlais, je sais pas pourquoi, mais un jour, ça pourrait faire l'objet d'une émission, peut-être d'un live ou je sais pas quoi, le paradoxe Shredder, alors peut-être pas le terme le mieux approprié, mais c'est vraiment ça. C'est que, on parlait un peu papy boomer sur les bords, mais toujours prêt à toujours creuser quand même et à déterrer les cadavres des États-Unis. Donc ça, c'est pas forcément quelqu'un c'est pas un américaniste pur, absolu, qui va fermer les yeux. Le côté épuré de ses plans et de sa mise en scène, contrasté avec des moments d'expérimentation remarquables. Et c'est ça, ça montre la dualité de ces personnages. Les personnages souvent profondément détestables dans ce qu'ils ont pu faire, ou plutôt condamnables et qui se condamnent eux-mêmes, comme ici le personnage donc, d'Oscar Isaac, hein, parce qu'il il se refuse même de vivre. Mais au final, tant qu'il est sur Terre, tant qu'il est humain, il peut ressentir l'amour, c'est ce qu'on disait. Du coup, comme le personnage de Bresson dans Pickpocket, c'est quelqu'un qui a l'air complètement déshumanisé. Hein. Il joue c'est un personnage robot. Il va voler et tout, etc. Limite pour expérimenter, il a aucune morale. Et il y a cette histoire d'amour qui, à la fin, on ne sait pas si ça va le sauver, mais en tout cas, ça va lui donner quelque chose. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans les deux films, Pickpocket et The Card Counter, c'est qu'il fallait qu'il passe par ces moments-là horribles, quels qu'ils soient,
pour trouver ce bonheur. C'est quand même particulier, ça. Et Oui, oui, oui. Mais je suis ça, totalement d'accord avec toi. Parce que, en fait, ce que je trouve formidable chez Schrader, c'est vraiment cette idée que la dualité, il n'a pas peur de la creuser. Et d'ailleurs, toi qui as vu Hardcore, pareil, c'est Ah vraiment. oui. Il a vraiment. Mais en fait, il ne craint absolument pas le fait d'aller chercher des personnages qui sont pas évidents, qui sont pas forcément très aimables Ah bah oui. voilà, Dans du premier Hardcore, coup. on peut en parler vite fait. Hardcore, c'est quand même l'histoire d'un père qui est le père de famille très croyant, très strict et tout, qui a un petit Et, peu délaissé sa fille, et sa fille, bah, elle est empmenée dans le milieu du porno, et il doit aller la sauver, il doit aller strictement au sens propre du terme en enfer, et jouer même à quelqu'un d'infernal pour la retrouver, pour la retrouver le séquence, bonheur. oui. Oui, la séquence où il se mue Oui, en réalisateur porno, c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est un jeu dans le jeu, et il est à fond dans son rôle. C'est terrible et d'ailleurs. t'as la même chose dans Blue Collar, son premier film, où en fait, on a alors là, du coup, qui font le chemin inverse, on a des personnages qui sont très amis au début, et finalement, ils vont se détester parce qu'ils vont être totalement transformés par la société en personnages, Ben, c'est ça en fait. C'est de- pour ça que The Card Counter est absolument génial dans ce sens-là, c'est que il met le monde du poker au milieu, justement un monde où tu dois jouer et cacher les choses. Tu Oui, ça dois c'est vrai. et sonder la psychologie et cacher la tienne. Ben, Oui, c'est parce qu'il y a pareil. le bluff, il y a le fameux bluff. En fait, c'est un film qui repose sur le bluff. C'est ça. C'est vrai. Oui, je suis d'accord avec toi. Et en plus, c'est ça qui est intéressant chez Schrader, c'est qu'il arrive. Mais par exemple, quand il fait un film sur Mishima, Mishima, bon, c'est un type particulier quand même. C'est quelqu'un Mm. qui est mort en fomentant un attentat. Bon, c'est avec un groupe armé d'extrême droite. Enfin, voilà, c'est très particulier. Euh, et en même temps, il arrive à rendre le personnage assez beau, assez touchant, mais en même temps, c'est un personnage triste, quoi. Il y a vraiment ce truc. Et pareil, lorsqu'il fait Dog Eat Dog, alors qui est un film plus bancal, hein, j'entends bien, mais c'est un personnage au début qui est vraiment détestable, complètement habité par le pétage de plomb. Nicolas Cage, il est juste génial dedans. Et en fait, à la fin, il change. Vraiment, il change, il devient un être humain plus doué d'empathie, plus doux. En fait, il y a quelque chose que moi, j'adore, cette idée de Schrader, Non mais que l'on puisse changer. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir Master Gardener, parce que Master ouais. Gardener, c'est... Oui, il va expérimenter apparemment aussi, hein, ouais, il va expérimenter. En plus, c'est un film quand même qui pareil, fait la radiographie de l'Amérique d'extrême droite. Donc, je veux voir tout ça. Et pareil, sur le chemin de la rédemption, il y a la question de l'attentat, de l'extrême, en quelque et de sorte. l'écologie, le monde dans lequel on vit qui est en train de s'écrouler aussi. Ouais, oui, il y a vraiment. Bah, oui, d'ailleurs, sa façon j'aime beaucoup la façon qu'il a de faire la peinture de tous les problèmes du monde, de tous les maux, et de les concentrer en un seul film qui est Fierce Reform. Mm. Notamment dans cette fameuse séquence hallucinatoire où il vole et on voit tout le monde entier, et ça Mm. c'est magnifique, avec cette musique. Et non, c'est vraiment quelque chose que moi que j'apprécie énormément. Pareil, American Gigolo, c'est vraiment un film avec un personnage qui est pas forcément très aimable. Enfin, c'est un personnage qui donne son corps en fait, hein, et qui n'aime pas, qui n'est pas amoureux, enfin qui est amoureux, mais en même temps il sait pas trop. Et finalement, il va finir avec une femme, et c'est vraiment un très beau film. American Gigolo, vraiment, il est à voir. Je trouve qu'il est très sous-estimé, ce film. Enfin, je comprends pas pourquoi Et il est on en parle connu, hein. pas. C'est peut-être le premier qui serait cité parmi les réalisations de Schrader en tant que Ils sont plus connus, popularité. paradoxalement, ouais. Ouais. Du coup, Et là, The Canyons aussi. The Canyons ouais. que j'ai vu, c'est très. Alors, j'adore pas le film, il faudrait que je le revoie, parce que c'est pareil, c'est un film pas du tout évident, hein. Ça parle vraiment de gens détestables. En fait, c'est une sorte de Map to the Stars. Hum. Mais vraiment, et c'est un film mal aimable en fait. Et il faudrait que je le revoie parce que j'étais pas totalement dedans, mais j'avais trouvé le film fascinant sur certains aspects. Et donc voilà, Shredder, c'est ça, c'est un cinéma de l'ambivalence en fait. C'est ça. Et moi, je pense que c'est important, et ça manque réellement. En fait, c'est ça qui est, ça raconte quelque chose quand même de l'industrie américaine, des États-Unis, pardon, états-unienne, du cinéma, c'est-à-dire qu'on a des films en même temps qui sont dans une sorte de retour en arrière total en termes de vision du monde, hein. C'est vraiment des films qui
sont plus que conservateurs, et en même temps, on a des films qui jouent sur ambivalence. Même un cinéaste comme S. Craig Zahler, qui est pourtant très à droite. Ah oui, oui, il l'est. Mais ça, il ne se cache pas, il assume totalement, et ça j'aime bien, parce qu'on le voit dans son film. Oui. Mais il porte un regard sans phare. Il porte un regard quand même assez... Parce que, par exemple, un film comme Section 99, c'est un film qui est sans pitié sur le système carcéral américain, quoi. Et vraiment, il y va, quoi, à fond. Et pareil, et en même temps, c'est un cinéma aussi très pas nihiliste, mais très négatif sur la spirale de la violence, quoi. Et c'est ça. Très urbain aussi, traîner sur le bitume. Enfin, Ouais, je l'ai pas vu, il faut que je vois. Mais voilà, mais des cinéastes comme ça qui arrivent encore, et là c'est vraiment un truc banal, mais c'est pour moi le minimum, qui arrivent encore à parler de l'histoire de leur pays. Parce que c'est important. Et l'Amérique d'aujourd'hui a encore plus besoin de ce genre de cinéaste. Hein. Parce que, par exemple, je reviens encore sur ce cinéaste, mais bon, il est adoré, du coup, il fait du cinéma, entre guillemets, populaire, entre guillemets, hein, je dis bien. Mais un cinéaste comme Snyder qui prétend, à travers ses films, de parler de l'Amérique, je trouve qu'il en parle très mal parce qu'il ne creuse pas les choses. Même avec son espèce de proto-Trump dans Batman versus Superman, il ne va pas plus loin que l'évocation. Il ne se pose pas des questions. C'est ça qui me gêne, en fait. C'est un cinéaste qui est juste un cinéaste de l'ornement, tu vois. Alors que Shredder, un cinéaste comme Shredder, une cinéaste comme Keith Richards, ce sont des cinéastes qui vraiment ont un style très marqué. Tu reconnais facilement un film de Richards, hein, ah oui, c'est sûr. Ou même Laura Poitras. Alors, je sais pas si c'est une cinéaste américaine, Laura Poitras, je sais plus, mais en tout cas, elle a fait que des documentaires. Je crois qu'elle a fait que des documentaires, mais c'est du cinéma. Hein. Voilà, évidemment. Et donc, lorsqu'elle fait Tout à beauté et son verset, elle n'a pas peur d'aller jusqu'au bout, quoi. Il y a pas peur. Elle se sert du cinéma véritablement pour parler de son pays. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi. C'est un cinéma qui me plaît de plus en plus parce que, et surtout parce que, en fait, c'est lorsqu'on fait du cinéma, ce qui est très intéressant, c'est ce que je disais quand on parlait de Cartoon Hunter, tu sais, c'est quand tu as des images qui contiennent toute une histoire à travers. C'est ça qui est très fort. C'est quand un film avec un seul plan arrive à évoquer toute une situation. Et ça, c'est un truc qui est très fort et que des cinéastes arrivent encore à faire. Et moi, ça me plaît beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, sur la conclusion, on peut le dire. The Card Counter est un film marquant parce que, la preuve, on a réussi, en partant de ce film, déjà à digresser sur une carrière très cohérente de son cinéaste, parce que Paul Schrader, moi j'aime beaucoup les réalisateurs qui ont une cohérence. Moi Après, aussi. il peut y avoir des œuvres qui te résistent, c'est pas grave, et tant mieux, parce que si on adorait tous les films d'une filmographie, ça serait louche hein, quand même, hein. Ce serait bizarre. Et donc le monsieur, il a cette cohérence-là. Alors certains diraient, des détracteurs diraient, oui, mais c'est toujours plus ou moins la même chose. Alors, sur la base de départ. C'est ça, cinéma. Mais oui, en plus, sur la base de départ, il a cette obsession à lui, bressonienne, comme vous voulez, et de ce qu'il a vécu dans son enfance et son regard sur le pays. Mais il en fait à chaque fois des choses qui développent son propos, en fait. C'est ça le cinéma. Et en plus, on a réussi à faire une ouverture, et ça, c'est très important. Et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent et qu'on connaît aussi vont trouver ça, je pense, très, très important. Je me répète, je n'ai pas d'autres mots. Mais l'ouverture sur le cinéma américain actuel, qui est loin d'être mort. Même oui, non, il n'est pas mort. Non, voilà, il n'est pas mort. Mais après, voilà, il y a une façade, notamment des films qui sont mis en avant aux États-Unis. C'est très compliqué pour ces auteurs-là, dont on parle là. C'est très compliqué. Qu'un Paul Schrader continue à faire des films pour les salles de cinéma, c'est presque un miracle. Parce que, voilà. Oui, parce qu'il y a des films qui sont sortis en DTV, hein, des films qu'il a fait qui sont sortis en DTV. Quand on regarde, il y a certaines boîtes de prod qui prennent des risques comme A24 et tout, parce que. Mais je crois que Fils Réforme n'est pas sorti au cinéma. Hein. Il me semble que c'est un film Amazon. Ah ouais, voilà. Il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, c'est un film Amazon, donc il n'est pas sorti au cinéma. Enfin, Amazon, ils sortent des films au cinéma, évidemment. Mais celui-là, non, il n'est pas sorti. Non, mais c'est pour ça, c'est que c'est très important parce que là, c'est voilà, l'état du cinéma américain aujourd'hui. Il ne faut pas s'arrêter à Hollywood. Hein, parce que, évidemment. Parce que Paul Schrader, je crois que pour The Card Counter, il n'est pas passé par Hollywood. Hein. Enfin,
C'est un circuit indépendant. Non, c'est une production. Alors, je vais te C'est dire Hanway Film. Ah ouais, Hanway Film, c'est pas dans la production. je connais même pas. Tu vois, c'est. C'est coproduit. Alors, je pense qu'il a réussi à le sortir au cinéma parce que coproduit par son pote, son ami de toujours, Martin Scorsese. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, merci à Martin Scorsese aussi au passage. Oui. Lui aussi continue à défendre le cinéma américain et le cinéma au sens large. Et il continue à faire des films. Comme Clint Eastwood, hein, qui va bientôt, si tout va bien, croisons les doigts, faire son dernier aussi. Donc, le cinéma américain n'est pas mort du tout. Le cinéma n'est pas mort. Et Paul Schrader va continuer à faire des films passionnants. Voyez donc The Card Counter si ce n'est pas fait. Parce que là, on est dans la conclusion. Mais revenez nous écouter après, parce qu'on a dit beaucoup de choses. Et désolé si on a dit beaucoup de choses sur d'autres films, genre Pickpocket de Bresson. Mais c'est pas grave, parce que ce ne sont pas des films où vous allez vous arrêter à l'intrigue, à la finalité. Hein. C'est voir comment c'est construit psychologiquement. C'est vrai que la zone spoiler, je sais que certaines personnes y tiennent, mais c'est normal, parce que des fois, voilà. Mais même, je pense que j'en suis la preuve vivante. Voilà, la première fois que j'ai vu The Card Counter, bon, je suis un peu passé à côté, je ne l'ai pas vu au bon moment. C'était autour de Noël, en plus, c'était peut-être pas la bonne époque. Hein. Il n'est pas sorti au bon moment. Non. Et là, en le revoyant, en connaissant l'histoire, j'ai largement beaucoup plus apprécié, en fait. Des fois, quand on est débarrassé du fardeau de l'intrigue, j'ai envie de dire même, on profite plus du cinéma. C'est peut-être ça qui est intéressant aussi. Et donc, The Card Counter, déjà, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Et on vous invite d'avance à voir Master Gardener si il est disponible près de chez vous. J'espère qu'il y aura quand même quelques bonnes distributions. Parce que je pense que de toute façon, techniquement, il est annoncé comme le dernier pan d'une trilogie bressonienne, mais bon, comme on l'a dit, Bresson, c'est plus compliqué que ça. C'est plus c'est le décalogue bressonien même avec. Mais par contre, sérieusement, ça m'intéresse de voir ce qu'il va faire après. Je crois qu'il a un projet de western. Ah bah écoute, alors là c'est parfait. Je crois. Ça reste à vérifier, mais il me semble que j'ai lu quelque part qu'il y avait un projet de western. Donc à voir ce qu'il va faire. J'espère juste qu'il ne va pas se faire broyer par les studios. Non. Une relecture de La prisonnière du désert, peut-être. Ça serait beau, ça. Mais c'est vrai que, ah bah oui, alors justement, ça c'est un autre débat qu'on pourrait avoir, c'est qu'aujourd'hui, la frilosité des studios à sortir des films, déjà, c'est une chose, mais alors des westerns, c'est... Heureusement, on a des résistants, même si on n'a pas forcément des westerns purs, mais on a des pentes du western dans certains films. Hein. Finalement, à Asteroid City, il y a un peu de western, dans Nope, il y a un peu de western, si on cherche. Hein. Mais voilà, donc c'est... En tout cas, on a hâte de vous lire en commentaire pour encore plus ouvrir la discussion, parce que cette discussion ne se termine pas ici à la fin de cette vidéo. Et ça peut annoncer des belles émissions. Ça. Moi, je vois bien notre ami Artopolis un jour faire des petits live Shredder. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas probable. Ah voilà, ça se sent. Là, il y a un live en chantier. Oui, sur un autre. C'est Zeman, non? C'est ça que tu voulais faire? Non, finalement, j'ai priorisé Shinya Tsukamoto. Eh oui, le réalisateur de Tetsuo. Oui, voilà. Il faudra que je découvre bientôt Tetsuo. Et puis, j'ai une idée de live autour d'une réalisatrice, mais je ne dis pas qui c'est. Suspense. Mystère. Essayez de deviner dans les commentaires. Voilà. Ça va pas être facile peut-être, mais creusez. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Nicolas Artopolis, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne. Merci à toi, tu as accepté l'idée d'émission, donc c'est cool. Ah, mais toujours, dès qu'il y a des bonnes idées comme ça qui traînent, je saute dessus. C'est tel le producteur qui veut mettre en avant des films. Oh, bonne idée de film, allez hop, je peux. Mais voilà, c'est ce qui est bien avec le cinéma, c'est que même dans 50 ans, si on continue à faire des émissions, on ne s'ennuiera pas. Parce que perpétuelle évolution. C'est impossible qu'on s'ennuie. Voilà. En tout cas, on vous retrouve peut-être bientôt un peu partout, hein, sur Twitter aussi. Des fois, on a des débats intéressants. Même si parfois c'est compliqué sur Twitter, il y a des belles choses aussi. Il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, même s'il n'y a pas vraiment de fin, de toute façon. On met presque le doigt sur l'objectif, mais vous ne nous voyez pas. Parce que c'est un podcast, on pourrait mettre les doigts et tout comme la fin. Hein, là, je ne vais pas revenir dessus, mais pour vous dire à la prochaine. Ciao.